Bonjour, donc aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo sur un jeu qui s'appelle Katawa Shoujo. Et donc, alors j'ai déjà joué au jeu, mais j'ai fait que un chemin. Parce que vous allez voir, c'est un jeu un peu où on peut séduire des filles et tout. Mais en fait, c'est surtout parce que les personnages sont super intéressants. Mais vous allez voir. Une légère brise faisait frissonner les branches d'un léger frisson. C'était un endroit apprécié des couples durant l'été. Les arbres feuillus formaient une superbe auvent vert, loin de la vue des professeurs et des étudiants. Mais là, en cette fin d'hiver, j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois. Je soufflais sur mes mains et les frottais nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans ce froid. Combien de temps est-ce que je suis censée attendre ici ? Je suis sûre que le message disait 16 heures. Ah oui, le message glissait entre les pages de mon livre de maths pendant que je regardais ailleurs. Je préférais encore le cliché de la lettre dans le casier, mais au moins, cette façon de faire montrait un peu d'initiative. La neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message. Tombant silencieusement du ciel, les flocons de neige étaient les seuls signes du temps qui passe. Leur lente descente sur la forêt gelée laissait penser que le temps avait ralenti. Interrompant ce moment de calme, un bruissement de pas sur la neige me fit sursauter. Quelqu'un approchait derrière moi. « Salut, Isao, t'es venu ?» Une question hésitante, presque inaudible. Cependant, j'ai reconnu instantanément cette voix délicate. J'ai senti mon cœur rater un battement. C'est une voix que j'ai entendue des centaines de fois, mais jamais autrement qu'en prêtant une oreille indiscrète lors d'une conversation. Je me retournai pour faire face à cette voix, celle de mes rêves, et mon cœur commença à s'emballer. Iwanako, j'ai reçu un message me disant d'attendre ici. C'était le tien ? Fais chier. J'ai passé toute l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique, et voilà le résultat. C'est pathétique. Ah oui, j'ai demandé à un ami de te donner ce message. Je suis vraiment contente que tu l'aies reçu. Son ton timide mais joyeux sourire me rendait si tendue que même en essayant, je ne pouvais pas bouger d'un muscle. Pas très normal ça. À cet instant, mon cœur battait la chamade, comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine et à réclamer cette fille pour lui seul. Donc, nous y sommes. Dehors dans le froid. Encore une fois, le vent agitait les branches. Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles. Iwako frissonnait légèrement à cause de ce même vent. À ce moment, elle devint sûre d'elle-même, comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle conscience. Ses yeux étaient rivés aux miens et enroulaient nonchalamment ses longs cheveux noirs sombres autour de son doigt. Pendant tout ce temps, l'anxiété faisait battre mon cœur plus fort. Ma gorge était serrée. Je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot, même si je me forçais. Dis, je voudrais savoir si tu veux bien sortir avec moi. Je restais là, immobile, seul mon cœur battait. Je voulais répondre, mais mes cordes vocales se trouvaient comme au-delà du point de rupture. Isao ? Je levai la main pour essayer de me masser la gorge, mais cela ne fit qu'envoyer des pointes de douleur assourdissantes le long de mes bras. Isao ? Mon cœur entier se figea, à l'exception de mes yeux qui restaient ouverts sous le coup de la terreur. Isao ! Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent de branches nues, le ciel terne d'hiver, Iwako courant vers moi, tout vira à mémoire. Les dernières choses dont je me souviens avant de m'évanouir sont Iwako criant pour demander de l'aide et le cliquetis incessant des branches au-dessus de moi. Donc un peu, là c'est le début. Parce que là je connais vu qu'il n'y a pas vraiment de changement. Quatre mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque.
Durant cette période, je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette chambre d'hôpital sans surveillance. 4 mois, c'est assez long qu'on reste seul avec ses pensées. Donc, j'ai eu bien assez de temps pour m'habituer à ma situation. Arythmémie, un mot étrange, un mot venu d'ailleurs, avec qui personne ne voudrait partager sa chambre. Une maladie rare. Elle force le cœur à agir de manière erratique et parfois à battre trop vite. Elle peut être fatale. Apparemment, je l'ai depuis longtemps. Ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai pu aller bien pendant si longtemps sans que rien ne se passe. Est-ce vraiment un miracle ? Je crois qu'ils ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie. Ça ne me remonte pas vraiment le moral. Mes parents, je pense, ont été plus choqués par les nouvelles que j'ai été. Ils ont pratiquement... je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. J'avais déjà eu une journée pour tout dire. Pour eux, c'était tout frais. Ils étaient même prêts à vendre notre maison pour payer un remède. Bien sûr, il n'existe pas de remède. Parce que, à cause de la découverte... donc c'est... ouverte de cette condition, j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer de mes soins. Lors de ma première admission, je me suis sentie perdue. Pendant une semaine environ, ma chambre était remplie de fleurs, de ballons et de cartes. Mais les visiteurs et les cadeaux de bon rétablissement ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître. J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais autant eu de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe. Peut-être que certaines personnes compatissent vraiment, mais j'en doute. Même au début, j'avais peu de visiteurs. À la fin du mois, seuls mes parents venaient régulièrement. Iwako fut la dernière à arrêter ses visites. Après 6 mois, je ne l'ai plus jamais revue. De toute façon, nous n'avions jamais eu grand-chose à nous dire lors de ces visites. Nous n'avons jamais reparlé de ce qui s'était passé lors de ce jour de neige. L'hôpital, ce n'était pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre. Les médecins et les infirmiers sont trop froids et impersonnels. Je suppose parce qu'ils sont pressés et qu'ils ont 1 million d'autres patients qui les attendent. Mais ça me met mal à l'aise. Pendant les 2 premiers mois, j'ai demandé au chef de cardiologie, à chaque fois que je le voyais, une estimation approximative du moment où je serais en mesure de partir. Il n'a jamais répondu directement à mes questions. Il me disait d'attendre pour évaluer si le traitement et la chirurgie faisaient effet. Ainsi, j'observais paresseusement la cicatrice que ces chirurgies avaient laissée sur ma poitrine et qui changeait lentement avec le temps, laissant penser à une sorte de mauvais présage. Je continuais de demander ma date de sortie au chef de service, mais je n'y croyais plus vraiment. Maintenant, je ne suis plus déçue quand je ne reçois pas de réponse. À un certain point, j'ai même arrêté de regarder la télé. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai juste fait. Peut-être était-ce une mauvaise façon d'échapper à ma situation. J'ai commencé à lire à la place. Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital, même si elle ressemblait plus à une pièce de stockage pour livres. J'ai commencé à tailler mon chemin à travers d'elle, une petite pile à la fois. Après les avoir lus, j'y retournais pour en prendre d'autres. Il s'avérait que j'aimais le livre et que je pense que je suis devenue un peu accro. Quand j'ai commencé à me sentir nulle, sans un livre dans les mains. Mais j'aimais les histoires. Je pense que c'était ce que ma vie était. Ce fut de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, n'ayant pour unique repère que le livre que je lisais et la météo. Le temps passé étant comme une sorte de masse visqueuse, me retenant prisonnier à l'intérieur. Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçoive vraiment. Parfois, je me posais en réalisant que je ne savais pas quel jour de la semaine on était. Mais d'autres fois, toutes ces choses qui m'entouraient venaient s'écraser douloureusement sur ma conscience, malgré la barrière nonchalance que j'avais mis en place. Les pages de mon livre commençaient à être coupantes et brûlantes, et la lourdeur dans ma poitrine devenait si difficile à porter que je devais poser mon livre et simplement m'allonger pendant un certain temps, en regardant le plafond comme si j'allais pleurer. Mais cela n'est arrivé que rarement, et je ne pouvais même pas pleurer. Aujourd'hui, le docteur est venu et m'a donné un sourire. Il semblait excité, mais pas trop. C'était comme s'il essayait de faire un effort pour être heureux à ma place. Mes parents sont là. Je ne les ai pas vus depuis quelques jours. Ils sont tous les deux plutôt bien habillés. Est-ce censé une sorte d'occasion spéciale ? Ce n'est pas une fête. Le cardiologue avait un rituel bien à lui.
prenait son temps, trie ses papiers, puis les met à côté comme faire un point sur l'inutilité de ce qu'il vient de dire. Puis il s'assoit sur le bord du lit à côté du mien. Il me regarde dans les yeux un instant. « Bonjour, Isao. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Je ne lui réponds pas, mais je lui montre un léger sourire, en réponse au sien. « Je crois que tu peux rentrer à la maison. Ton cœur est plus fort maintenant. Et avec quelques précautions, ça devrait aller. Nous avons trouvé le traitement qui te convient. Je vais donner la prescription à ton père. » Le médecin remet une feuille de papier à mon père, dont le temps devient livide pendant qu'il la parcourt. Tant que ça. Je la lui prends des mains et jette un œil par moi-même, me sentant engourdie. Comment je suis censée réagir face à ça? La liste est ridiculement longue de médicaments qui me fixent depuis la feuille me paraît insurmontable. Ils se mélangent tous dans un océan de lettres. C'est insensé. Les effets secondaires, les effets indésirables, contre-indications et dosages sont énumérés ligne après ligne avec une précision glaciale. J'essaie de les lire, mais ça ne sert à rien. Je n'y comprends rien. Je me sens encore plus malade en essayant. Tout ça pour le reste de ma vie, tous les jours. Je crains que ce soit le mieux que nous puissions faire à ce stade. Toutefois, de nouveaux médicaments sont constamment mis au point, donc je ne serais pas surpris de voir cette liste se raccourcir au fil des années. Années? Il cherchait à me rassurer. Je me serais sentie mieux s'il n'avait rien dit du tout. Aussi, j'ai parlé avec tes parents et nous pensons qu'il serait mieux que tu ne retournes pas à ton ancienne école. Quoi? S'il te plaît, calme-toi, Isao. Écoute ce que le docteur a à dire. Me calmer? La façon dont il m'indique qu'il savait La façon dont il m'indique qu'il savait que je ne voudrais pas. Je vais suivre un enseignement à domicile, quelle que soit l'inquiétude que je puisse montrer. Elle est ignorée. Nous comprenons tous que ton éducation est primordiale, mais je ne pense pas qu'il serait probablement pour toi d'être sans surveillance. Du moins, tant que nous ne sommes pas sûrs que tes médecins soient adaptés, que tes médicaments soient adaptés. Alors j'ai parlé à tes parents dans un transfert dans une nouvelle école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku et qui est spécialisée dans le traitement des étudiants handicapés. Quoi? Elle dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24 et elle est située seulement quelques minutes d'un hôpital très réputé. La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez ici comme une sorte d'interne. Elle est conçue pour donner de l'indépendance aux étudiants en maintenant une aide à proximité. Indépendance? C'est une école pour les enfants handicapés. Pas la peine d'aménager ce fait. T'es vraiment libre. Il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et vous n'utiliserez pas la proximité de l'hôpital comme argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux aller. Mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes y allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'es plairé. On dirait que je n'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un travail un jour. Et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. C'est méchant, et c'est violent un peu. N'appelez pas ça une opportunité. N'en parlez pas comme si c'était une foutue opportunité. Eh bien, tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Je me souviens que tu voulais y retourner. Et bien que ce ne soit pas la même, une école spéciale, c'est une insulte. C'est ce que je veux dire. C'est un pas en arrière. Pas ce que tu penses. Tous les élèves sont très actifs, chacun leur. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide, d'une manière ou d'une autre. Ton père a raison, et beaucoup de diplômés de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap, c'est pourtant la définition même du mot. Je déteste vraiment que le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale le plus possible désormais. C'est drôle. J'avais toujours pensé que ma vie était un peu ennuyeuse, mais maintenant, elle me manque. J'avais envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue. J'aurais facilement créé quelque chose maintenant. Quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner dans mon ancienne école. Mais non, je ne dis rien. Le fait est que maintenant, je sais que c'est inutile.
Je regarde autour de moi, me sentant très fatiguée de tout ça. L'hôpital, les médecins, mon état, tout. Il n'y a vraiment aucun choix. Je le sais, mais l'idée d'aller à l'école d'handicapés, en quoi est-ce comparable avec une école normale? J'ai beau essayer de trouver un ACP positif à ce sujet, c'est vraiment très difficile. Mais laissez-moi essayer. Faire table rase n'est pas une mauvaise chose. C'est la seule chose à laquelle je puisse penser pour m'en sortir. Au moins, j'ai quelque chose, même si c'est une école spéciale, c'est quelque chose. C'est un nouveau départ et une vie, et ma vie n'est pas finie. Ce serait une erreur de penser ça. Tout du moins, je vais essayer de voir à quoi ma nouvelle vie va ressembler.